Merci pour cette soirée. On est venu à quelques-uns de Saint-Dié-des-Vosges et nous, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et moi, j'ai en tête deux choses. C'est par exemple comment renforcer le mouvement de boycott en nommant les entreprises directement impliquées dans le génocide et dans la collaboration active avec l'État d'Israël. À Saint-Dié, on a Carrefour, Alliance, Optical Center, McDonald's et pas mal d'autres. Mais aussi, on est dans les locaux de l'Université de Lorraine, sauf erreur, avec un grand généticien, Lucien Quenou. Et moi, je me demandais, j'ai un peu cherché sur Internet, quels sont les liens de l'Université de Lorraine avec les laboratoires de recherche et les unités de recherche académiques en Israël. Parce que cette collaboration intellectuelle, il me semble qu'elle est très, très importante. J'ai été frappé par la mobilisation des étudiants de Sciences Po Strasbourg pour mettre fin au partenariat avec l'université Reichmann, l'université privée Reichmann. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on sait des liens entre l'université de Lorraine et Israël? Bien sûr, voilà, je sais bien. On ne peut pas répondre à cette question. En revanche, je vous remercie d'avoir soulevé ce point que j'ai omis par erreur de mentionner. Naturellement, le boycott institutionnel d'Israël, boycott sportif, boycott culturel, boycott de divertissement, boycott universitaire, est effectivement très important. Un boycott qui, je pense, doit différencier les individus et les institutions, mais tout ce qui relève de l'institution israélienne doit être boycotté. Tout ce qui relève du voyage ou de l'initiative privée, ça c'est tout à fait autre chose, ça n'a même rien à voir, ce ne sont pas les Israéliens, mais les institutions israéliennes qu'il faut boycotter. Vous avez tout à fait raison de mentionner également les entreprises commerciales, les grandes surfaces, les diverses entreprises électroniques, les entreprises militaires, etc. Oui, c'est un point très important. Ça n'a pas, sur le plan économique, de répercussions véritablement mesurables, mais symboliquement, politiquement, c'est très très important. Moi, je me suis rendu à plusieurs reprises en Afrique du Sud, encore à l'époque de l'apartheid, et je me souviens d'être fait littéralement agressé, pas physiquement, mais je me suis sauté dessus par des blancs sud-africains qui, voyant un Européen dans un endroit un peu perdu, saisissaient l'occasion pour venir me dire tout le mal qu'ils pensaient du boycott et tout le bien qu'il fallait penser de l'Afrique du Sud, qu'ils me montraient autour de moi comme un endroit accueillant, pacifique, magnifique, etc. Et cela montrait à quel point ils étaient touchés par ça, notamment pour ce qui est de l'Afrique du Sud, le boycott sportif, qui était le foot et le rugby. Ça n'a pas de conséquences économiques mesurables, mais ça a des conséquences, des répercussions politiques absolument considérables. Les équipes sportives israéliennes, l'Eurovision, tout cela compte beaucoup, autant que le boycott des entreprises et la recherche d'effets économiques. Peut-être, si vous me permettez, pour compléter, puisque il y a quelques associations qui, sur Nancy, participent au boycott. Je vois dans la salle qu'il y a les responsables de BDS, boycott des investissements sanctions. La FPS elle-même participe à ces actions de boycott. En particulier, nous, on essaye de se centrer sur deux axes. Alors d'abord Carrefour. Alors vous me direz, si on se met à boycotter Carrefour sur Nancy, on ne peut plus manger. Parce qu'ils ont littéralement inondé la ville, le centre-ville, de supermarchés de proximité. Et maintenant, il n'y a même plus Cora, puisqu'ils ont racheté les deux énormes hypermarchés. Donc, le boycott de Carrefour, puisque Carrefour a des investissements avec des banques israéliennes qui agissent dans l'économie. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de ces banques et de ces sociétés, Carrefour vend dans l'économie, c'est-à-dire dans les zones qui sont occupées. Si Carrefour faisait du commerce avec Israël, c'est son affaire. Bon, à la limite, on peut le dénoncer, mais ce n'était pas forcément
condamnable. Là, il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit de commerce dans l'économie. Et puis notre deuxième axe, c'est sur les banques françaises et la BNP en particulier, qui elle a des financements directs, des liens financiers directs avec des banques israéliennes et qui servent à financer des usines d'armement israéliennes, dont Elbit Industries. Et donc voilà. On a régulièrement, des actions en commun avec BDS, avec le mouvement des jeunes étudiants lorrains pour la Palestine, le MELP. Donc soyez attentifs si vous souhaitez y participer. Il y a régulièrement ces actions-là. Concernant l'université, alors bien sûr, vous n'êtes pas sur Nancy, mais moi je ne peux pas vous répondre non plus, je vous avoue notre méconnaissance en la matière, mais c'est une question très importante parce qu'il y a des liens importants entre de nombreuses universités françaises et les universités israéliennes, et en particulier sur des recherches qui permettent de développer l'armement pour Israël. Et donc, je crois qu'il serait intéressant, si dans la salle, certains d'entre vous sont partants pour ça, de venir nous voir à la fin pour voir comment on peut se renseigner mieux, contacter à l'intérieur de l'université un certain nombre de personnel, de façon à mieux connaître cette situation et éventuellement mener des actions et la dénoncer si nécessaire. Dernière chose sur le boycott, vous avez parlé d'Eurovision, c'est bientôt l'Eurovision. Un certain nombre de pays ont décidé de boycotter l'Eurovision, pas la France. Donc il va y avoir une campagne, soyez attentifs là aussi, on va mener une campagne directement contre France, les chaînes nationales qui organisent le concours de l'Eurovision. Donc il va y avoir une campagne que l'on va mener, et sans doute avec d'autres. Donc soyez-y attentifs de façon à faire pression pour que la France ne participe pas au concours de l'Eurovision en signe de boycott du fait de la participation d'Israël, qu'il n'a pas été possible d'éviter pour le moment. Bien que du coup, ça porte un coup au concours de l'Eurovision, puisque je crois qu'il y a 7 pays qui ont décidé de se retirer du concours de l'Eurovision. Donc si les peuples font pression, si la France par exemple décidait de se retirer parce qu'il y a eu une pression très importante des citoyens, nul doute que ça jouerait un rôle important. Merci monsieur pour des notes ce soir. Très intéressant. J'avais 2 questions peut-être. Une très simple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'activité, de l'action de la Gaza Humanitarian Foundation, qui était sur place, dont on connaît le désastre. Quelle est son action aujourd'hui, si elle est encore là? Parlez plus fort, on comprend pas. Ok, vous avez entendu ma question ou je la répète? C'est bon? Ouais. Non, on a entendu, je crois. Merci. La deuxième question, c'était savoir si le conflit très long a provoqué des changements chez 2 pays frontaliers, que sont l'Égypte et la Jordanie, à la fois au sein des gouvernements, mais aussi chez les populations, et quelles aides particulières, quels changements vous avez pu avoir à la fois dans les actions en faveur des Palestiniens de l'autre côté de la frontière. La Gaza Humanitarian Foundation, c'est un organisme qui a été créé par les Israéliens et financé par des Américains fortunés, dont la fonction était à mon sens double, tel qu'on peut le voir sur le terrain. D'une part, il s'agissait de faire mine, de remplacer les distributions alimentaires qui étaient organisées par l'UNRWA, c'est-à-dire l'Agence des Nations Unies chargée des secours aux Palestiniens depuis 1949, et qui a une très forte implantation en Israël, en Palestine, agence des Nations Unies que les Israéliens combattent depuis toujours, puisque c'est l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens, et que les réfugiés palestiniens sont évidemment l'épine
dans le talon des Israéliens, une espèce de cauchemar continu dont ils veulent se débarrasser. Donc l'UNRWA a enfin fait les frais de cette volonté de se débarrasser, a été mise pratiquement au rencard, pas complètement, mais comme je le disais tout à l'heure, mais assez largement. Et la Gaza Humanitarian Foundation était censée remplacer cette agence des Nations Unies, et notamment parce que les alliés d'Israël s'inquiétaient de l'image déplorable entraînée par la mort de nouveau-nés, la mort de jeunes enfants liés à la famine organisée par les Israéliens. Donc il fallait distribuer la nourriture de façon visible, se mettre en scène dans ce genre de situation pour, en quelque sorte, déminer le terrain et rassurer les alliés d'Israël qui ne pouvaient pas tout de même se satisfaire d'une situation pareille. Une famine organisée, c'est quelque chose d'insupportable pour tout le monde. Et donc, au moment où la question de la famine a battu son plein, la Gaza Humanitarian Foundation était là pour cela. Et puis par ailleurs, elle avait pour objectif de fixer, enfin d'installer des points de distribution dans les endroits qui étaient stratégiquement choisis par les Israéliens pour le regroupement des Gazaouis. Donc une fonction militaro-stratégique, je dirais, et une fonction politico-stratégique, c'est-à-dire de communication, tout simplement. Ayons en tête que l'UNRWA avait 400 points de distribution alimentaire, la Gaza Humanitarian Foundation en a installé 4. Donc c'est une division par 100. Donc on voit bien que c'était purement cosmétique. Il ne s'agissait pas de nourrir les Palestiniens, il s'agissait de simuler les distributions de nourriture de façon à satisfaire, non pas les Palestiniens naturellement, mais les amis d'Israël. Et par ailleurs, la Gaza Humanitarian Foundation a jugé utile de s'entourer de gardes du corps, d'agents de sécurité, disons, composés notamment de bikers d'extrême droite, vétérans de l'Irak, de véritables crapules fachos qui sont allés là-bas pour faire des cartons, et ils en ont fait, en effet, puisqu'on dénombre plus de 2500 morts lors de ces distributions. Je suis content que vous ayez posé la question, parce que j'avais évidemment l'intention d'en parler à un moment ou à un autre, ça me donne l'occasion donc ça fait pratiquement 50 ans que je suis dans l'action humanitaire internationale. J'ai eu l'occasion, dans ce long parcours, de voir de multiples emplois dévoyés du mot humanitaire, du spectacle de l'humanitaire, de la rhétorique humanitaire, enfin, de tout ce qui peut graviter autour de l'humanitaire et qui peut représenter quelques avantages politiques sur lesquels ne crache pas un certain nombre de pouvoirs politiques, disons. Mais ça, ce carnage fait sous le drapeau de l'humanitaire, ça c'était du jamais vu. Et on pouvait, ça allait jusqu'à un point qu'on a du mal à imaginer, puisque par exemple, nos différentes équipes chirurgicales pouvaient localiser la provenance des tirs au vu des blessés qui leur arrivaient. Dans certains endroits, on tirait plutôt en haut, dans la tête. Dans d'autres endroits, on tirait dans le torse. D'autres, ça faisait une spécialité de tirer dans le dos des gens fuyards. D'autres tiraient sur des gens allongés. Bref, il y avait des petites spécialisations comme ça de cartons auprès de qui Hunger Games est un jeu de maternelle. Voilà, donc c'est la Gaza Humanitarian Foundation est vraiment l'incarnation de la dégradation morale de ce que ce pays connaît aujourd'hui. Et bien Césaire parlait de l'abaissement moral du colonisateur et par rapport au colonisé. Il parlait d'un processus de décivilisation qui emmenait le colonisateur, le colon, vers des attitudes d'inhumanité et d'abjection. Et bien là, on le voit, moi qui suis juif natif d'Israël, ce que le sionisme a fait au judaïsme, je le vois s'incarner dans cette abjection qu'a été la Gaza Humanitarian Foundation, et d'ailleurs plus largement dans cette horreur
quelle est la guerre génocidaire menée à Gaza, et tous les cartons qui ont été faits, et tous ces jeunes gens qui s'abaissent et qui abaissent l'humanité en se vantant des exactions qu'ils commettent, en se filmant, en train de ricaner devant une explosion, en train d'exhiber des survêtements féminins, de saccager des appartements dans une population qu'ils ont profondément meurtrie. Voilà, donc la Gaza Humanitarian Foundation est une sorte de prolongement, je ne dirais pas humanitaire, mais plutôt spectaculaire de cette façon de faire. Ah oui, pardon. La Jordanie, oui, là je suis plus en peine de répondre, je connais un peu la société israélienne, je suis près du conflit israélo-palestinien depuis longtemps, mais la Jordanie, la Jordanie et l'Égypte, bon, ce sont des pays dans lesquels je me suis rendu, mais que je connais quand même très peu. Mais je dirais deux choses, comme dans de nombreux pays, la population sympathise dans son ensemble, dans sa grande majorité, avec les Palestiniens. Et personne, de toute façon, n'est contre. Il y a des gens qui sympathisent plus que d'autres, qui se sentent plus directement concernés que d'autres. Et en Égypte, comme en Jordanie, et comme dans de nombreux pays arabes, les Palestiniens sont aussi l'incarnation de l'injustice faite au peuple en général. C'est-à-dire que la cause palestinienne déborde de la Palestine, déborde le nationalisme ou les revendications nationales palestiniennes pour être l'incarnation d'une protestation faite contre des régimes autoritaires, souvent corrompus, pratiquant des méthodes de gouvernement violentes, réprouvées par la majorité de la population. Donc la Palestine est aussi le drapeau d'autre chose que la Palestine, et cela est vrai en Égypte et en Jordanie. Mais comme vous remarquerez que ni l'Égypte ni la Jordanie n'ont rompu leur lien diplomatique avec Israël, n'ont même pas appelé leurs ambassadeurs, c'est-à-dire se sont totalement couchés devant les diktats américano-israéliens. Bonsoir. Donc, vous avez parlé, les journalistes, de l'ordre mondial imposé par notamment les États-Unis. On n'entend pas très bien la prochaine micro. Vous parlez de l'ordre mondial imposé par les États-Unis. Donc, en fait, ils nous imposent leur façon de penser, leur façon de faire. Et leur façon de faire, on le voit bien, c'est basé notamment sur l'exploitation du pays. Et je pense que le gros point commun de tout ce que l'on voit aujourd'hui, on n'est pas naïf, personne n'est naïf, c'est le pétrole et les énergies fossiles. Deuxième point, vous parlez des pays arabes. Effectivement, on peut s'étonner que par rapport à la situation, les pays arabes ne bougent pas. Certains ne bougent pas. Vous avez évoqué les accords d'Abraham signés par le Maroc, l'Égypte, la Jordanie qui ne bougent pas beaucoup. L'Algérie, par contre, n'a pas signé les accords d'Abraham. Et l'Algérie, souveraine sur ses terres, souhaite que la Palestine soit souveraine sur ses terres. Il aime pour le Sahara occidental. C'est cette démarche, un peuple, une terre, une souveraineté. Tout ça étant basé sur le pétrole, j'ai cherché un peu sur Internet pour essayer d'avoir une propre information, et j'ai découvert en fin de compte qu'au niveau d'Israël, il y a 2 poches de pétrole qui sont déjà exploitées par Israël, qui leur permet de fabriquer leur propre électricité. Il y a une deuxième poche, une troisième, il me semble, très grosse, au niveau de l'Égypte et au niveau de Gaza. Aujourd'hui, on nous embarque, notamment dans le domaine des véhicules, j'ai passé sur les véhicules, sur la voiture électrique, en remplacement de la voiture à essence ou diesel. Il y a aussi un projet, Toyota, il y avait le moteur à hydrogène, mais c'était la pelle combustible. Toyota, vous pouvez vérifier sur Internet, a développé un moteur à combustion d'hydrogène, c'est-à-dire que c'est un moteur à explosion, dans lequel on ne met pas du gasoil, de l'essence, on met de l'hydrogène. Il a fallu le remodéliser pour qu'il supporte l'explosion de l'hydrogène. L'Algérie se fabrique notamment, il y a aussi les pays qui produisent des énergies fossiles qui souhaitent se tourner vers l'hydrogène vert, fabriqué à partir d'eau et transformé. Il me semble qu'on s'éloigne un peu quand même du sujet. Parce qu'en fait, tout ça, on impose, on veut continuer d'utiliser du pétrole,
On nous impose la voiture électrique qui nécessite des batteries avec des moteurs grands. Et c'est un peu la source de tous les conflits d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? J'ai l'habitude et même pour obsession de parler des choses sur lesquelles je me sens un peu pas légitime, des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Et ça, la question des différents carburants, des sources d'énergie, du marché de l'énergie, m'intéresse évidemment en tant que citoyen, mais je n'ai pas vraiment aucune compétence et aucune légitimité pour en parler. Bonsoir. Oui, j'aurais voulu que vous me parliez un petit peu de la Cisjordanie. J'aurais voulu que vous me parliez de la Cisjordanie. Alors, pour tout le monde, les micros fonctionnent très bien. Il faut les mettre très près de votre bouche et il faut parler fort dedans quand même. Oui, bonsoir. J'aurais voulu que vous me parliez de la Cisjordanie, des problèmes des citoyens et puis de la colonisation et du rôle de l'ONU. Je trouve que l'ONU, elle patine un petit peu. Il faudrait la réformer, je pense. Oui, vous avez raison de poser la question de la Cisjordanie. C'est le gros morceau. Ayons à l'esprit que la bande de Gaza, c'est 300 km², la Cisjordanie, c'est 5000 km, près de 6000 km², donc 400 km², 6000 km². Donc du point de vue géographique, du point de vue territorial, l'appétit de conquête israélien, c'est sur la Cisjordanie qu'il se porte. Bien plus que sur Gaza, que Israël serait prêt pour l'essentiel à céder par exemple à l'Égypte depuis longtemps. Excusez-moi, je relève juste une bronchite, j'ai encore quelques séquelles chez la voix, chez le président. Donc oui, la Cisjordanie, c'est l'élément le plus important. Le mouvement des colons entend implanter 1 million de colons à l'horizon 2030. Donc il est extrêmement actif. On voit que là encore, récemment, des milliers de logements sont en voie de construction, des appels d'offres grande échelle ont été lancés. Il y a déjà 400 implantations coloniales en Cisjordanie, si bien qu'aucun Palestinien en Cisjordanie ne se trouve à quelconque moment de son existence en Cisjordanie à plus de 2 km d'une colonie. Donc à plus de 2 km d'un danger potentiellement mortel pour nous. Donc ce réseau extrêmement dense de colonies que dans la presse on voit parfois qualifier de légal ou d'illégal, ce qui est vraiment totalement absurde. Enfin, elles sont légales ou illégales au regard de la loi israélienne, mais elles sont toutes illégales au regard de la loi internationale qui est la seule à laquelle on puisse se référer, parce que sinon chacun fait sa cuisine et il n'y a plus aucun droit fondamental qui puisse être respecté. Et d'ailleurs même les colonies dites illégales bénéficient de la protection non seulement de l'armée, mais également des infrastructures civiles. On leur amène l'eau, l'électricité, on dame leur voie d'accès, bref, elles sont illégales que le nom, elles sont en réalité tout à fait acceptées et potentiellement porteuses de colonies plus grandes. Donc le processus de digestion de la Cisjordanie est en route. L'annexion est déjà faite. Elle n'est pas prononcée encore. C'était presque le cas. Et puis Netanyahou, sous pression de Trump, qui veut donner quelques gages à son autre allié important de la région, qui est l'Arabie Saoudite, a réussi à convaincre Netanyahou de ne pas prononcer publiquement le mot d'annexion, même si le Parlement israélien a déjà voté contre toute création d'un État palestinien, a pratiquement déjà prononcé l'annexion. Ça n'est pas encore dans la bouche du Premier ministre, mais de fait, c'est le cas, et tous les jours, de nouvelles expropriations, de nouvelles destructions de récoltes, de nouvelles méthodes de harcèlement se manifestent, sont conduites, sont menées en Cisjordanie. Donc la vie des Cisjordaniens est en train, enfin elle était déjà pas rose, mais elle est en train de devenir un enfer
qui se rapproche de plus en plus de celui de Gaza. Et d'ailleurs, les Israéliens commencent à envisager même des bombardements aériens en Cisjordanie. Une mesure qu'ils évitaient, non pas par délicatesse vis-à-vis des Palestiniens Cisjordanie, naturellement, mais parce que c'est un peu compliqué. Contrairement à Gaza, il y a des colonies en Cisjordanie, on n'a pas envie de cartonner une colonie juive en même temps qu'on va cartonner un village palestinien. Donc on fait un tout petit peu plus attention. Mais là, récemment, à Tulkarem, à Jenin, ont été démantelés, enfin, littéralement rasés à la manière de Gaza, des villages, des quartiers de réfugiés, ce qu'on appelle là-bas des camps de réfugiés, mais qui ne sont pas, comme sans doute on le sait ici, des camps au sens du camp de tente, ce sont des quartiers en dur, dont la population a été expulsée et qui est expulsée sans retour, puisque leurs maisons ont été détruites. Là, il y a 2 jours, excusez-moi, il y a 2 jours, une manifestation d'étudiants à l'université de Birzeit à Ramallah a été attaquée par l'armée, qui a tiré à balles réelles sur cette manifestation qui était parfaitement pacifique, où il y avait une projection d'un film, la voix de In Rajab, c'est ce film sur cette petite fille que vous l'avez passé. Donc il projetait ce film et il manifestait en faveur des prisonniers palestiniens. Pour une bonne partie, au demeurant, je parlais tout à l'heure du combat lexical, du combat des mots qu'il fallait mener, qui sont assez largement des otages palestiniens entre les mains israéliennes, puisque la grande majorité n'a aucune charge, du contraire, ils savent simplement qu'ils sont emprisonnés pour l'intimidation et la monnaie d'échange potentielle qu'ils représentent. Au sens strict, donc, ce sont des otages, mais c'est un mot qui est visiblement interdit dans l'espace public pour ce qui concerne les Israéliens, mais ça renvoie effectivement à des politiques de terreur qui sont une caractéristique de la politique israélienne, mais qui peinent à émerger dans l'espace public. Voilà, donc la Cisjordanie est soumise à l'assaut continu, répété des colons protégés par l'armée ou directement de l'armée, et son sort rejoint celui de Gaza, c'est l'évidence même. Et le projet, il est tout à fait clair. Regrouper, enfin il est clair, il n'est pas si clair que ça, parce qu'il y a en gros 2 projets concurrents. Il y a le vieux rêve israélien, le vieux rêve sioniste d'une confédération jordano-palestinienne qui serait en fait la Jordanie dans laquelle seraient expulsés les Palestiniens de Cisjordanie. Donc la confédération, c'est la Jordanie tout court, que nombre de sionistes considèrent comme le véritable État palestinien, celui qui est déjà composé d'une majorité de Palestiniens et qui est destiné à abriter l'intégralité. Après tout, c'est chez eux qu'ils y gagnent et qu'ils arrêtent de nous embêter. Donc ça, c'est une option. L'autre, qui est peut-être l'intermédiaire vers cela, c'est le regroupement forcé de l'intégralité de la population palestinienne de Cisjordanie dans quelques centres, quelques agglomérations urbaines ultra concentrées, et la libération, entre guillemets, des terres pour le profit des colons qui exploitent l'eau, les terres, l'irrigation à leur profit. Voilà donc comment ça se passe en Cisjordanie. Et on parle du film de In Rajab. Il y a cet autre film qui a été primé, dont le nom m'échappe, oui, voilà, Noix en Inde. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, je les encourage vivement à le voir parce que ça raconte vraiment la colonisation quotidienne. Et d'ailleurs, je fais une remarque là-dessus qui a son intérêt, je pense, du point de vue de la compréhension, de la perception du conflit israélo-palestinien. Si on met de côté là, le caractère explosif, dévastateur de la guerre de Gaza, donc depuis le 7 octobre 23, la manière dont on avait accès à la question
coloniale palestinienne, donc au conflit israélo-palestinien vu sous cet angle-là, était exclusivement par le biais de ce qu'ils appellent le terrorisme, c'est-à-dire les actions violentes, soit une action suicide, une attaque de civils ou une attaque de militaires d'ailleurs, étaient toutes considérées comme terroristes, même quand ce sont des hommes armés qui attaquent des hommes armés, c'est considéré comme terroriste dans le vocabulaire courant. Mais surtout, l'impression que la perception qu'on pouvait avoir de ce conflit, c'était qu'il y avait des emmerdeurs qui venaient rompre le cours tranquille des choses par des actions violentes qu'ils déclenchaient, Dieu sait pourquoi, parce que tout allait bien, puisqu'il n'y avait pas de juifs qui se faisaient tuer en Cisjordanie. Et d'un seul coup, il y en a, et ça explose. Du coup, comme par un effet stroboscopique, là, le moment où la Cisjordanie était éclairée, c'est le moment où des Palestiniens attaquaient. Pour le reste, la colonisation telle qu'on la voit dans le journal, c'est pour ça que je fais l'association entre les deux, c'est totalement silencieux. Ça ne fait pas bruit, certes, ils filment, ils mettent sur YouTube, sur Instagram, ceux qui le suivent, mais il y a quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes qui le voient. Mais ce que voient des millions de personnes, ce sont les moments où des Palestiniens placent une bombe, lancent une attaquent une famille de colons, ou que sais-je encore. Si bien qu'on a l'impression que la violence est exclusivement du côté palestinien, par cet effet que je qualifiais de stroboscopie, c'est-à-dire des flashs comme ça qui n'éclairent que le moment où la violence palestinienne s'exerce. Et ça, c'est un avantage politique et un avantage de communication politique extraordinaire dont bénéficient les Israéliens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, je pense que c'est après cette guerre de Gaza, l'image politique d'Israël, enfin Israël comme un état d'assassin, a fini par s'imposer. C'est aujourd'hui un état paria, mais c'est d'une certaine manière à partir de Gaza. Et malheureusement, les exactions quotidiennes, l'espèce des actes barbares pratiqués au quotidien par des colons et l'armée en Cisjordanie sont passés d'une certaine manière par pertes et profits. Oui, je voudrais demander, vous avez parlé de Marwan Barghouti. Pardon. Je suis là. C'est ici. Excusez-moi. Oui, vous avez parlé donc, à juste titre de Marwan Barghouti. Et c'est vrai que les acteurs de paix, je dirais, en Israël ont toujours, enfin en Palestine, ont toujours été les premiers visés par Israël, enfin depuis le début du conflit. Et je me demande dans quelle mesure il est possible aujourd'hui de communiquer avec lui, ou dans quelle mesure lui peut communiquer à l'extérieur dans les conditions de détention qui sont les siennes. À ma connaissance, il est tout secret. On est à l'isolement total. Il ne peut plus communiquer et on ne peut plus communiquer avec lui. Ce qui est, à proprement parler, scandaleux. Je rappelle, pour ceux qui ne savaient pas, connaisseraient pas les détails, qu'il a été jugé sur un dossier entièrement secret. Le dossier secret, c'est un dossier vide. C'est le procès de Moscou, au terme duquel il a été jugé. Et l'abandon dont il est l'objet de la part des chancelleries occidentales est une manifestation de plus de cette espèce de désintérêt affreux, inacceptable de la part de celle-ci. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il faut que dans le monde, on se solidarise, et on se solidarise. Mais que dire en France de la criminalisation des actions contre Israël, contre la politique israélienne? Et je pense en particulier à cette loi, ce projet de loi absolument infâme qui, selon lequel, si ma mémoire est bonne, dès qu'on va critiquer Israël, ce sera un délit en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire face à de telles attaques contre la solidarité? Là encore, depuis ça jusqu'au boycott, qui est à la fois
innocenté par la Cour européenne de justice, déclaré légal par un certain nombre de juges, mais qui fait l'objet de procédures, de nombreuses mesures judiciaires d'intimidation. Tout cela relève du même registre d'intimidation des militants, des personnes qui se mobilisent. Donc ce projet de loi porté par Caroline Yadan, mais soutenu par un assez grand nombre de députés, est effectivement extrêmement inquiétant. Je crois, enfin moi je ne suis pas de très près des activités parlementaires, mais il me semble qu'un projet de loi semblable a déjà été retoqué, considéré par le Conseil d'État comme irrecevable, donc avait été retoqué. Il revient maintenant sous une forme légèrement amendée. Plusieurs textes circulent. Moi j'ai par exemple signé, je n'ai pas rédigé, mais j'ai signé deux pétitions, notamment de juifs, demandant que la critique d'Israël soit libre et ne fasse pas l'objet d'une accusation d'antisémitisme, parce que c'est disqualifier l'antisémitisme que de confondre avec la critique d'Israël. Donc même en tant que juif, on a intérêt à ce que ce projet de loi ne passe pas, contrairement à ce que disent des gens comme Caroline Yadan. Au passage, je rappelle qu'elle a pris la place de Meir Habib dans les territoires, enfin auprès de l'électorat des zones méditerranéennes, d'Italie, de Grèce et d'Israël. Et d'une certaine manière, je préférais Meir Habib. Il avait le mérite d'être cash. Oui. Ses excès, sa violence, sa virulence avaient le mérite par rapport à Caroline Yadan, qui est plus diplomate, plus haut, mais qui n'est pas moins extrémiste que Meir Habib. Ça, c'est un projet de loi littéralement extrémiste. C'est un projet de loi visant à museler toute possibilité d'expression critique vis-à-vis d'Israël, parce qu'elle tombe sous le coup du soupçon d'antisémitisme. Donc oui, là, donc, je parlais de ces pétitions parce que j'en ai connaissance, j'ai eu la possibilité de les signer, ce que j'ai fait avec enthousiasme, mais là aussi, manifestations, autres pétitions, pression auprès des élus, voilà, ce sont les mêmes méthodes. En complément justement sur ce sujet, sachez que nous avons écrit aux 4 députés de Lorraine Sud, 3 députés PS et 1 LR. On n'est pas intervenu auprès du RN, hein, on a pour habitude de ne pas intervenir auprès d'eux. Donc, on en a rencontré deux députés du PS qui nous ont dit qu'ils ne voteraient pas la loi, mais précédemment sur la loi Maillard dont j'avais parlé, c'était il y a 2 ans, quand on avait regardé les votes, on s'était aperçu qu'ils avaient piscine ce jour-là. Donc ils n'ont pas voté pour, mais ils se sont abstenus. Ce qui risque de faire passer la loi Yadan. Parce qu'aujourd'hui, le rapport des forces au sein de l'Assemblée nationale n'est plus le même qu'au moment de la loi, du projet de loi Maillard. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous avez vos députés, vous les connaissez, il faut s'adresser à eux. Voilà, faut leur écrire, il faut leur téléphoner, ils ont des secrétariats, il faut leur dire la loi Yadan ne doit pas passer. Parce que ce qui est grave, c'est qu'on va avoir une criminalisation du mouvement de défense de la Palestine. Par exemple, si la loi Yadan elle passe, la FPS n'aura plus le droit de s'exprimer, hein, ni même peut-être de fonctionner. Mais c'est le début, vous vous rendez bien compte, c'est le début, c'est la main dans un engrenage qui est terrible du point de vue de l'interdiction de la liberté d'association et de la liberté de parole, hein, la liberté citoyenne. Donc il est extrêmement important que cette loi ne passe pas. Hein, voilà. Pour votre information, il y a un collègue de Caroline Yadan qui s'appelle Laurent Gunier, qui est sénateur, qui fait la même chose au sein du Sénat. Mais comme il est un petit peu comme Meir Habib, c'est tellement excessif que là, ça a beaucoup moins de chances de passer au Sénat. Par contre, il risque d'y avoir une chose, c'est que si ça ne passe pas directement à l'Assemblée, ça puisse être renvoyé en commission mixte Sénat, Assemblée nationale, et que ça revienne sous une autre forme. Donc il faut rester attentif. Tous ceux qui ont laissé leurs coordonnées, vous pouvez le faire encore ce soir, hein, auprès de nous. On envoie beaucoup d'éléments qui vous permettent d'intervenir avec des liens justement pour s'adresser aux députés. Donc voilà, il faut
facile à faire. Parce qu'on a une confiance relative. Il faut savoir que dans les députés qui soutiennent Caroline Yadan, il y a des députés de gauche, des députés socialistes. Pas les moindres. François Mitterrand. François Hollande, et d'autres. Voilà. Donc ne relâchons pas les efforts. S'ils sentent qu'il y a une protestation très forte, eh bien, ils se prononceront contre. Mais il n'y a aucune certitude. Donc voilà, il faut se battre. Vous avez le nom des députés. Oui. Juste une chose, rappelons toujours que avec l'accusation d'antisémitisme, c'est une arme létale, quoi. Le nombre de gens intimidés par ce soupçon risque toujours de faire accepter des lois qui sont totalement liberticides et qui peuvent aller au fur et à mesure très 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 loin, quoi. Ça, je pense qu'on en est tous conscients. J'en dirais la J'entendais, oui, la demande de nom. Les députés de Lorraine Sud, vous avez Dominique Potier, qui est au PS, vous avez Estelle Mercier, qui est au PS, vous avez Stéphane Ablot, qui est au PS, et vous avez Thibaut Bazin, qui est LR. Voilà, les 4 qui sont de Lorraine Sud. Je ne parle pas du Nord, parce que dans le Nord, on a d'autres groupes FPS qui s'adressent aux députés du Nord de la Nord-et-Moselle. Alors, au niveau des questions, moi j'en ai 6. Là, j'ai fait dans quel ordre distribué. Il faut qu'on surveille l'heure aussi. J'attire votre attention sur le fait qu'il est 21h47, donc des questions courtes. On n'en parlera pas plus que ceux qui ont levé la main. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, on manifeste assez facilement, librement à Nancy, et je me demandais comment ça se fait qu'en Angleterre, il y a des gens qui sont en prison pour avoir participé à des manifs pour la Palestine. Alors, ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure, il faut savoir pourquoi c'est plus important. Malgré la reconnaissance. Oui, malgré la reconnaissance. De la grève de la faim. La grève de la faim. C'était une intervention. Mais ça y est, ils ont arrêté leur grève de la faim. Ils ont arrêté. Ah bon, tant mieux, ça je ne savais pas. Qui est un peu l'inventeur de l'état de droit, de la liberté de la presse, est aussi un pays qui a toujours réprimé dans une très grande violence les mouvements anticolonialistes. Et il me semble que là, on retrouve cette tradition. C'est pas l'Angleterre libérale, c'est l'Angleterre coloniale là, qui se manifeste sur le film. Évidemment, sur leur rôle dans cette région, la duplicité de la diplomatie britannique tout au long du XXe siècle, depuis la déclaration de Balfour jusqu'en 1947, quand ils remettent à l'ONU leur mandat, ça a été une diplomatie absolument catastrophique, où on montait à l'un pour favoriser l'autre, et on montait à l'autre pour favoriser l'un. Donc on montait les gens les uns contre les autres. Ça a été absolument désastreux. Il continue. Sinon d'ailleurs que la déclaration Balfour, juste comme ça, parce que c'est une sorte de pépite historique, c'est quand même assez drôle. La déclaration Balfour a été faite par un ministre qui est donc Balfour, qui était donc un ministre évangélique, ouvertement antisémite, et qui voyait donc dans le foyer juif l'occasion de chasser les juifs d'Europe, de laquelle vous avez un pays fiché le camp. Et il y avait dans ce gouvernement de Lloyd George en 1917 un autre ministre qui s'appelait Lord Montagu, qui était juif et qui lui était ouvertement antisioniste et qui a publié un long texte dans lequel il mettait en question la déclaration Balfour avec des arguments absolument magnifiques, prophétiques, qui figurent d'ailleurs dans un livre dont je recommande la lecture pour ceux qui ont envie de creuser la question du sionisme, de l'antisionisme et de l'antisémitisme, un livre qui a été édité par l'UJFP et qui s'appelle L'antisionisme et l'histoire juive. N'oublions pas que
l'antisionisme a été l'option majoritaire dans les populations juives européennes et d'ailleurs même, enfin, population juive en général, européenne et non européenne. Je parle européenne parce que c'était 90% de la population juive. Au même, on parle souvent de la déclaration Balfour, on ne parle jamais de la déclaration Montaigu, qui malheureusement n'a pas été écoutée, mais qui, en tant que Britannique de culture ou de religion juive, refusait l'idée même d'un foyer national juif au moment où la déclaration de Balfour était publiée. Oui, donc moi ça va. Une question qui a été posée, je vais un petit peu rebondir là-dessus parce que effectivement, on parlait tout à l'heure des deux députés socialistes qui vont être interpellés par rapport à la loi Caillon, mais il y a aussi tout le contexte politique au niveau de la démocratie et de la liberté qui est en train d'être perdu petit à petit en France, et je veux dire, on est de plus en plus en face devant un discours colonialiste et de plus en plus devant aussi des pertes de liberté, et justement avec des acteurs qui sont fascistes, on va dire les mots qu'ils sont, et qui mettent en place, et qui voudraient mettre en place des lois, et on n'a plus le droit d'être musulman en ce moment en France, on n'a plus le droit d'être antisioniste, on n'a plus le droit de critiquer l'État juif sans être interpellé, et sans que la France, avec l'assentiment de certaines personnes, en l'occurrence le premier qui est en haut du trône, consente à ce genre de vêtement de la liberté et de la démocratie en France. Et à tel point qu'il y a aussi ce qui est le plus dangereux, c'est que dans ce discours-là, qui est très, j'ai posé la question, dans ce discours qui est très dangereux, c'est qu'on a aussi des gens qui se déclarent de démocratie, mais qui laissent, et je vais en venir, après j'ai terminé, du sentiment de dire qu'on fait le statut de général Bijard à tout, et en même temps, on veut déclarer qu'on est pour la démocratie. Donc la question que je pose, quel sentiment on peut avoir en ce moment par rapport au ressenti démocratique et aux pertes de liberté de la France? Ce sentiment, il s'impose dans votre question. On est dans une période de régression démocratique. C'est tout à fait évident. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans l'ensemble du monde. C'est-à-dire bien peu de pays donnent un contre-exemple de cette dynamique sombre qui est en train de s'étendre partout. Et je dirais qu'en Europe, il y a un pays qui s'en va vers, c'est peu de choses, c'est l'Espagne. À part donc saluons nos amis espagnols pour la détermination dont ils font preuve, aussi bien d'ailleurs dans des lois sociales que dans les lois sociétales espagnoles, que dans la politique étrangère. Ils ont, eux, décidé de prendre des sanctions, par exemple, contre Israël. Oui. Moi, je voulais faire une annonce. Alors, on m'a donné le privilège de prendre le micro, alors j'ai déjà parlé une fois, parce que je viens de loin. C'est un argument. Le 27 janvier et le 28 janvier, on fait à Saint-Dié, tenez-vous bien, 2 soirées successives sur la Palestine. Une avec le CCLD Terre Solidaire et d'autres partenaires avec la projection du film Les journalistes en ligne de mire au cinéma Nova Ciné. Et le lendemain, on fait une soirée autour de Yassine Al-Maïdri. Vous ne connaissez pas encore Yassine Al-Maïdri, mais il gagne à être connu. C'est un déodacien. Il habite à Saint-Dié depuis 2018, mais il est né, il a grandi à Gaza. Il a quitté Gaza quand il avait 23 ans. Il a toujours une partie de sa famille à Gaza. Et il y a l'un d'entre nous qui a fait une petite vidéo. Et on aimerait beaucoup qu'il y ait des Nancéens qui viennent chez nous à Saint-Dié. Non, parce que ce soutien mutuel, on l'a eu quelquefois à Martine et d'autres Spinaliens, c'est très précieux. Ça rend visible que c'est une affaire où on est tous en lien. Et il n'y a pas qu'un endroit où on est tout seul et où ça se passe. Et en particulier, si on avait des professionnels de santé qui, dans le passé, ont été à Gaza, ça serait génial. Là, et, dans le passé, j'ai dit quelque chose de drôle. Des gens qui connaissent, ça compléterait ce qu'on va avoir. Et surtout dans ce temps où les organisations humanitaires sont interdites. C'est une réalité qui du coup peut toucher un public. Voilà, merci. Pour préciser qu'il y a une volonté de la préfète des Vosges
de renvoyer par une OQTF l'obligation de quitter le territoire, le jeune Yassine dont vous parliez, et qu'une campagne a été menée par différentes organisations, dont la FPS, sur les Vosges et sur Saint-Dié, et que cette campagne, avec également la défense des avocats, a permis de battre la préfète des Vosges. Non seulement Yassine ne quittera pas la France, mais en plus de ça, il va avoir aujourd'hui un titre de séjour. Bonsoir. Ce sera une question très brève. Au vu de ce que vous avez décrit de la situation, dans les manifestations, on entend souvent la revendication de l'application du décret de l'ONU, la résolution de l'ONU, les 2 États. Est-ce que cette revendication a un intérêt, une légitimité aujourd'hui? Quel avenir? C'est en effet le mantra général. On connaît la solution, disent y compris des amis des Palestiniens, en tout cas des gens qui s'affichent comme tel, la solution est à portée de main, on l'a devant nous, c'est la solution à 2 États. Moi, jusque dans les années 90, jusqu'à Oslo, sans en être un farouche partisan, parce que les États ethniques n'ont pas a priori ma sympathie, je me disais que c'était la moins mauvaise, sans doute des solutions, et qu'après tout, la moindre mal, c'est mieux que le mal tout court. Mais en gros, depuis les années 2000, avec l'extension des colonies, on voit que c'est totalement irréaliste, totalement à portée de main. Donc l'utopie qui était la principale caractérisation de ceux qui prônaient, comme Edouard Saïd et d'autres, une solution à un État commun, un État partagé, un État binational, peu importe comment on l'appelle, enfin qui parlait de cela dans ces termes-là, c'est-à-dire la citoyenneté pour tous les habitants entre la mer et le Jourdain. C'est ça ce qui était considéré comme l'utopie devient aujourd'hui l'option la moins irréaliste par rapport à la solution à 2 États. Donc par le chemin le plus accidenté, le plus tortueux, on revient à cette possibilité d'un État non ethnique, non religieux, un État démocratique pour l'ensemble de ses citoyens. Et personnellement, c'est l'option que je soutiens, tout en étant conscient qu'après la guerre de Gaza, après les horreurs et la haine qui se sont déversées par tombeaux entiers, c'est encore plus difficile. Eh bien, il y a des formes à trouver, et ça n'est pas d'ici, je ne parle pas de cet amphithéâtre, mais c'est de l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur que ça pourrait être trouvé, ce sont les Israéliens et les Palestiniens qui devront trouver ces formes-là, l'égalité de tous, un droit égal à l'autodétermination pour tous ceux qui résident entre le fleuve et la mer. Voilà, je pense, l'unique horizon acceptable et probablement le moins irréaliste vers lequel on devrait se diriger. Il y aura sans doute un certain nombre d'Israéliens, parce que c'est la règle comme ça, le colon, quand il perd son statut de colon, quand il redevient légal des autres, il n'est pas content. Eh bien ceux-là peut-être devront partir. C'est ils auront un autre choix à faire. Bonsoir, je suis là. Bon, donc 2026, les élections en Israël, qu'est-ce qu'on peut en espérer? Absolument. C'est simple, il n'y a que de l'extrême droite en compétition. Absolument. La Palestine n'est pas dans la course électorale. La question palestinienne est étrangère à la compétition pour l'élection. Netanyahou a des chances d'être réélu, contrairement à ce que l'on dit souvent ici. Les sondages ne le condamnent pas. Sinon, ce sera Naftali Bennett ou quelqu'un dans ce goût-là. Naftali Bennett est un homme ouvertement d'extrême droite. Aucun des concurrents éventuels de Netanyahou n'a eu le moindre mot pour condamner ou prendre ses distances simplement par rapport à ce qui se passe tant à Gaza
qu'en Cisjordanie. Donc s'il y a un consensus en Israël, qui est une société très divisée, mais pas tant que ça, sur la question centrale du sionisme, c'est-à-dire le colonialisme en marche aujourd'hui. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'organisation et votre venue et votre parole très précieuse. Ma question, ce serait dans le contexte international que vous décriviez, où le droit international, le droit humanitaire et les peuples se font écraser par des logiques impériales, capitalistes, et disons-le, un capitalisme quand même militaro-industriel, qui est quand même à l'œuvre, pas que à Gaza. Quel regard vous portez sur les soulèvements des peuples, qu'ils soient dans le sud et dans le nord, comme aujourd'hui peut-être la seule, une des forces actives à même de recréer, de rebâtir sur les ruines de cet héritage-là un nouveau droit international ou un nouvel horizon humaniste mondial. Vous ouvrez là un chantier énorme et je ne me sens pas là de taille à la fin de cette rencontre à l'aborder frontalement. Je sais que vous avez reçu ici, alors peut-être n'étiez-vous pas là, Monique Chemillé-Gendreau. Elle est juriste et politiste, très attentive aux grandes évolutions, aux grands mouvements qui agitent le monde, et je trouve qu'elle a une démarche intellectuelle, une façon de cadrer les problèmes extrêmement intéressante à partir d'une refonte totale de l'ONU, non plus comme organisation des Nations Unies, mais comme organisation des peuples, c'est-à-dire non pas par les États, mais par les sociétés. Donc ça supposerait une transformation profonde, et je ne me sens pas capable de rentrer dans les détails de façon synthétique comme ça. Et le deuxième point que j'évoquerai, c'est celui des contradictions qui sont tout de même majeures entre un certain nombre de soulèvements, des soulèvements manifestement démocratiques dans certains endroits, d'autres qui relèvent plutôt une sorte de révolution conservatrice, l'équivalent d'une forme de trumpisme, mais dans des pays du Sud, c'est-à-dire un repli identitaire qui, a priori, n'est pas porteur d'émancipation, parce que les replis identitaires débouchent toujours sur les formes de violence contre les minorités, contre les gens qui ne marchent pas au pas. Et c'est bien évidemment le contraire de ce qu'on attend d'une émancipation. Ça ne veut pas dire que ces mouvements sont condamnés à demeurer dans l'éternité, qu'ils sont définitivement majoritaires, mais c'est tout de même un mouvement important dont on est témoin à l'échelle mondiale, que ces transformations conservatrices, ces mouvements, disons, contre-révolutionnaires ou révolutionnaires conservateurs qui se multiplient. Donc je constate les deux, et j'ai donc un regard très ambivalent, très interrogateur, très perplexe vis-à-vis de tout cela, tout en me disant, en écoutant des gens comme Monique Chemillé-Gendreau, ou Jean-François Layard, par ailleurs un politiste dont je recommande la lecture, qui est un analyste très attentif de ces mouvements, notamment en Afrique. Moi, l'Afrique a été le terrain sur lequel je me suis le plus déplacé, un espace politique qui m'intéresse beaucoup et qui est la proie précisément de ces mouvements contradictoires, de ces tentations autoritaires d'un côté, identitaires également, mais pas seulement. Voilà. Donc c'est cette interrogation, cette perplexité d'ensemble qui me tiendra lieu de réponse avec l'invitation à regarder les causes de Monique Chemillé-Gendreau pour ce qui est de la renaissance d'un droit international et d'institutions internationales permettant le multilatéralisme qui ne soit plus celui des États, mais celui des peuples. Et leur tour, malheureusement, on arrive à la fin de notre soirée.
Il va rester peut-être une ou deux questions. Avant que vous ne quittiez la salle, je voulais vous redire que vous avez là devant vous une table de littérature où vous avez un certain nombre d'ouvrages qui viendront compléter les propos de Ronnie Broman ce soir. Donc n'hésitez pas. Voilà. On prend les dernières questions. Ouais, alors je vais essayer d'être rapide. Alors on a entendu au tout début les projets états-uniens, le plan Trump. On a entendu également les projets coloniaux israéliens et du côté palestinien en fait. Est-ce que sur ce champ de ruines qui est devenu la Palestine aujourd'hui, est-ce qu'on voit réémerger, se dessiner de nouveaux projets de résistance, et des projets pas seulement individuels, mais des projets collectifs et organisés? Et autour de quelles idées? Vous avez évoqué des solutions à 2 États, un État, quel État, etc. Non, il faut reconnaître que la société palestinienne est très divisée. C'est une société à la fois très éduquée et très divisée. Les Israéliens ont été très méthodiques depuis les années 80 dans leur stratégie d'élimination de toute possibilité de leadership israélien dans le monde en général, dans la région en particulier, notamment au Liban, en Jordanie, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas de leadership crédible du côté palestinien. Il y a un leader potentiel, on en a parlé, on sait où il se trouve, mais il est inaccessible. Et entre la population et ce leader, il y a bien peu de choses. Il y a cependant, je l'évoquais rapidement, je crois, un potentiel. Il y a des mobilisations sociales importantes, il y a des formes de résistance culturelle, politique, sociale de tous les jours qui sont porteuses de quelque chose, mais ce quelque chose-là n'apparaît pas pour l'instant. Je crois néanmoins qu'il existe, mais il existe à l'état pour l'instant virtuel, à cause des divisions palestiniennes et à cause de la répression extrêmement efficace et continue de l'occupant israélien. Excusez-moi, peut-être pour compléter, à partir de notre expérience à la FPS Lorraine Sud, nous sommes en relation avec un certain nombre d'organisations de la résistance populaire sur place. C'est très très difficile pour eux, nous les aidons financièrement, et donc si vous voulez, là encore, peut-être avoir le contact avec ce que l'on fait, ça permet aussi, par exemple, sur notre Facebook, sur notre Instagram, vous pouvez retrouver régulièrement les actions de ces organisations, ces ONG de la résistance populaire, qui aident les familles, qui aident les paysans, qui aident les bédouins, dans des conditions extrêmement difficiles. Je ne vais pas plus loin, mais voilà, il y a les soutenir. Les Palestiniens ils ont souvent ce mot, ils disent rester, c'est résister. Alors, ça ne veut pas dire forcément résister en prenant les armes, parce que ceux qui ont pris les armes ont été tous éliminés, mais c'est le fait de les aider à rester sur leur terre, c'est la forme de résistance aujourd'hui sans doute la plus importante, et il y a de nombreuses organisations qui font ce travail et qu'il faut aider. Y compris, je veux les citer parce que je les trouve absolument remarquables, les organisations israélo-palestiniennes qui rassemblent les Israéliens juifs et les Palestiniens. Et d'ailleurs, le simple fait d'être une organisation israélo-palestinienne, c'est en soi un programme, c'est en soi une façon, c'est un regard sur le monde, c'est une façon d'être au monde. Et il faut les soutenir, il y en a un certain nombre. C'est vraiment le sel de la terre, c'est là que peuvent venir quelques lueurs d'espoir. Donc moi, c'est une question, mais aussi une réflexion. L'État d'Israël, en tant que tel, c'est un État qui n'a pas de constitution. C'est un État qui n'a pas de frontières définies. Il a des lois organiques pour fonctionner, mais il n'a pas de constitution. Alors quand on dit ça, ça surprend tout le monde. Et je crois qu'il faut l'informer là-dessus. Ça veut dire que l'État d'Israël peut aller du sud au bout du nord, comme il n'a pas de frontières définies.
Voilà, j'en ai terminé. C'est le seul État au monde qui est reconnu par les Nations Unies et qui n'a pas de frontières définies, alors que la reconnaissance des frontières est une obligation dans le système de CIE. Bien, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette soirée très riche.